Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 3 de l'IA c'est pas sorcier. Aujourd'hui je suis avec un autre Théo. Comment vas-tu Théo? Ça va super Benjamin, et toi? Eh ben moi aussi, ça va très bien. Très content de vous retrouver pour ce troisième épisode et pour vous parler, une fois n'est pas coutume, d'un sujet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui on va se réintéresser à la génération d'images, mais on va prendre le problème sous un autre angle, on va même pour ainsi dire le retourner, puisqu'on va voir comment est-ce qu'on peut inverser ces algorithmes de génération d'images. Alors, la génération, on en a déjà parlé, on en a même fait un épisode que je vous invite à revoir si vous avez la moindre question. Ce que vous avez simplement à avoir en tête pour aujourd'hui, c'est que générer une image, c'est fournir à un modèle qui a été entraîné pour ça, Stable Diffusion, Midjourney, il y en a un certain nombre dont vous connaissez déjà les noms, une description. Cette description, on appelle ça aussi le prompt, et c'est ce qui va permettre au réseau de générer son image en la faisant correspondre à justement cette description qu'on lui a donnée. Cette description, ça va vraiment être le cœur de ce sur quoi on va pouvoir travailler en tant qu'utilisateur, et ça va être quelque chose sur lequel on va pouvoir jouer pour faire un peu tout ce qu'on veut. On peut même générer des images très complexes, comme celle que vous avez sous les yeux. Cette image, vous l'avez peut-être déjà vue, elle a fait pas mal de bruit au moment où elle a été faite l'année dernière. Elle a été générée via Midjourney et elle a été soumise à une compétition d'art dans le Colorado, compétition que son auteur a remportée grâce à cette image face à des artistes qui avaient fait des images de manière un peu plus manuelle. Donc ça a soulevé pas mal de débats. Il y a eu les médias qui se sont emparés du sujet en lançant des grands titres comme L'art est mort, tout le monde peut faire de l'art depuis sa chambre avec 3 mots sur un clavier. C'est un petit peu mensonger puisque en fait derrière une image comme ça, ce qu'a révélé son auteur, c'est qu'il y a plusieurs dizaines d'heures de travail qui ont été investies dans le fait de travailler sur ce prompt, de voir comment le modèle réagit face à différentes tournures de phrases, face à différents mots-clés. Et donc il y a ce qu'on appelle le prompt engineering, qui est un métier à part entière maintenant, qui est vraiment au cœur de ce travail avec ces IA. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'utilisateurs, ça peut être intéressant de chercher à retrouver un peu cette connaissance, ce prompt qui a été créé, en inversant le processus de génération d'images. Donc partir de l'image et revenir au prompt. Ça a même une valeur marchande aujourd'hui, parce que vous avez peut-être déjà vu, mais il y a des marketplaces qui se sont créés où des gens peuvent vendre des prompts qu'ils ont créés qui permettent d'avoir certains types d'images un peu spécifiques. Preuve que le sujet est d'actualité, il y a eu tout récemment, cette année, une compétition Kaggle dont l'objectif était justement d'entraîner le modèle le plus performant possible sur cette tâche pour passer des images au prompt. Et cette compétition elle était d'envergure, il y avait quand même 50 000 $ de prize money et plusieurs milliers d'équipes inscrites, dont Théo et moi, qui avons participé à cette compétition et qui aujourd'hui vont vous faire un petit retour sur la façon dont on l'a abordé et sur le modèle qu'on a mis au point. Alors spoiler, on n'a pas gagné les 50 000 € de la compétition. Par contre, ça nous a permis de nous intéresser à comment passer de image to prompt et quel algorithme utiliser. Alors une première approche aurait été de créer nous-mêmes un algorithme, mais ce serait perdre un peu tout ce qui a été fait en termes notamment de puissance de calcul et d'entraînement sur d'autres algorithmes qui sont disponibles publiquement. C'est pour ça qu'on a cherché un peu, on s'est intéressé à quels algorithmes permettaient de passer de image to prompt et on s'est intéressé à 3 algorithmes en particulier qu'on va vous expliquer au cours de cette vidéo. Ces 3 algorithmes, c'est OFA, Blip et Clip. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se basent sur la même base commune qui sont les transformers. Donc les transformers, vous en avez probablement déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir la vidéo précédente de cette chaîne qui en parle en détail et qui parle notamment des transformers textuels. Aujourd'hui, je voudrais m'intéresser un peu plus aux visual transformers, donc transformers pour les images, et faire le parallèle entre vision transformer et transformer de texte. Donc bloc par bloc, si on prend tous les éléments de nos transformers, on va avoir en entrée un embedding de texte ou d'image qui a un vecteur d'une certaine dimension qui est compréhensible par la machine. Ce vecteur, comment il est créé? Alors dans le cas du texte, vous avez probablement déjà vu qu'on prend notre phrase et chaque mot va être embeddé dans notre vecteur et la position de chaque mot va être également embeddée. On envoie ensuite ce vecteur à travers le transformer qui nous fait toutes sortes de calculs. Et bien pour les images, ça fonctionne exactement de la même façon. On va découper notre image en une grille d'un certain nombre d'éléments et chaque morceau de cette grille va être embeddé dans notre vecteur. Par ailleurs, on va également prendre la position dans l'image de cet élément
qu'on va également embedder parce que tout comme pour le texte, la position d'un mot est importante pour comprendre le sens. La position de notre carré dans le grillage va être importante pour comprendre le sens de notre image. Et donc ensuite, cet embedding va passer à travers notre transformer. L'étape suivante, ça va être pour cet embedding d'image ou de texte, c'est complètement invisible pour la machine, de passer à travers un certain nombre d'encodeurs et de décodeurs qui vont permettre de capter les éléments essentiels de notre vecteur et tous les éléments importants. Ces encodeurs et ces décodeurs, ils se basent sur un layer qui a été développé spécialement pour, qui sont les layers d'attention et notamment de self-attention. Ces layers, ils permettent de comprendre les éléments importants de notre texte ou de notre image. Donc, dans le cas du texte, ça va nous permettre de capter quel est le sujet, quel est le verbe, quel est le temps de la phrase, quel est le thème global. Et dans le cas des images, ça va permettre de se concentrer sur les éléments importants de l'image et de comprendre l'interaction entre les éléments importants des différents plans. C'est ce qui le différencie beaucoup des CNN plus classiques, c'est que là on a vraiment une notion de champ qui est comprise par ces layers de self-attention dans le cas des transformers visuels. Ensuite a été développé un peu plus tard, comme vous vous en rendez déjà compte, images et textes sont très liés ici. Mais donc on a poussé un peu le développement de ces layers avec des cellules de cross-attention qui permettent de comparer texte et image, mais surtout d'enrichir une information de texte par exemple avec celle d'une image. Dans le cas de l'image et des Vision Transformers, pareil, je peux partir d'une image et enrichir l'information de cette image avec une information textuelle via ces cellules de cross-attention. Et donc enfin, mon embedding d'entrée passant à travers mes encodeurs et mes décodeurs va sortir sous la forme d'un vecteur d'une certaine dimension, très riche en informations et sur lequel on va pouvoir travailler. Merci Théo, j'espère que c'est maintenant plus clair pour vous le fonctionnement des Transformers et que vous avez notamment bien compris ce parallèle qui existe entre Vision Transformers et Text Transformers, parce que cette idée que finalement d'un point de vue architecture c'est quasiment équivalent de travailler sur une image ou sur du texte, elle est fondamentale pour beaucoup de travaux qui ont été faits après, et c'est notamment l'idée à l'origine de Clip. Clip, c'est un modèle dont vous avez forcément déjà entendu parler, puisqu'il a été réutilisé soit en structure dans plein d'autres modèles, soit même directement ses poids qui ont été réutilisés dans DALL-E, on en a parlé dans la première vidéo. Et Clip, c'est un modèle qui utilise un Vision Transformers et un Text Transformers qu'il va chercher à synchroniser en profitant du fait qu'ils ont des structures très similaires. Pour faire ça, on va partir d'un dataset dans lequel on a des paires de textes et d'images qui vont ensemble. Alors ce dataset, on l'a obtenu en prenant un peu tout ce qu'on avait sur le web comme images qui avaient des titres. Donc il faut s'imaginer que le dataset il est énorme, il y a plusieurs centaines de millions d'images. Par contre, la qualité des descriptions peut être un petit peu mauvaise par moment et donc il y a beaucoup de bruit dedans. Mais la partie importante, c'est qu'on a énormément d'images, ce qui est indispensable pour travailler sur des transformers. Le but de Clip, ça va être de synchroniser un transformer d'image qui va donc générer un embedding à partir des images et un transformer de texte qui va générer des embeddings à partir des textes. Ces embeddings ils sont dans le même espace et ce qu'on va demander à notre modèle, c'est de faire en sorte que dans le cas où l'image va avec le texte, les deux embeddings soient les plus similaires possibles et à l'inverse, quand l'image ne va pas avec le texte, qu'ils soient les plus différents possibles. Ça va nous permettre, et c'était le but initial au moment où Clip a été créé, de pouvoir générer des descriptions à partir d'images qu'on n'a pas encore rencontrées. Pour faire ça, on va partir de l'image qu'on cherche à décrire et on va la faire passer par notre Vision Transformer. Ça va nous générer un embedding d'image donc, mais grâce à ce travail de synchronisation qu'on a fait entre image et texte, cet embedding d'image, en changeant simplement de point de vue, sans changer les valeurs, on peut le considérer comme un embedding de texte, puisqu'il va être, grâce à notre entraînement, assez proche de l'embedding d'un texte dont la description va matcher notre image. Et donc, cet embedding de texte, on va pouvoir le faire passer tout simplement dans un transformers de texte à la toute fin, juste avant le classifier qui va nous permettre de générer le texte, et lui demander de compléter une phrase qu'on n'a pas choisie au hasard, la phrase une photo de. Et là, notre modèle va nous générer la phrase une photo d'un lion devant un coucher de soleil, et ça va bien correspondre à une description de notre image. On a réussi, bravo à tous. Bon, ce qu'il faut comprendre vis-à-vis de ça, c'est que Clip, c'est une première étape.
Ça fonctionne plutôt bien, c'est complètement novateur au moment où ça sort, mais il y a une certaine marge d'amélioration. Ici, vous voyez qu'on utilise plus ou moins un bricolage pour réussir à faire en sorte d'obtenir cette description, mais à aucun moment on a entraîné Clip de manière très supervisée à générer précisément des descriptions. Et donc, dans cette tâche de génération de description, il y a pas mal de modèles qui sont repartis de Clip et qui l'ont retravaillé pour être plus performant. Et celui auquel on s'est intéressé, le plus performant actuellement, il s'appelle Blip, et il part vraiment de Clip, en l'état, c'est-à-dire un Vision Transformers, un Text Transformers, qu'on va entraîner sur un dataset image et texte, et qu'on va synchroniser. Par contre, à partir d'ici, on va rajouter une étape importante à Blip, qui va le différencier de Clip, c'est que l'embedder de texte, on ne va pas s'en resservir. Il nous a juste servi à bien synchroniser notre embedder d'image pour faire en sorte qu'il ait une notion textuelle, qui soit synchronisée image et texte, que l'embedding qu'il donne, il ait du sens d'un point de vue textuel, d'un point de vue description. Et ça, on va s'en resservir pour entraîner un nouvel embedder de texte, un nouveau text transformers, qui va être vraiment là pour générer la description, et qu'on va entraîner de manière supervisée à faire cette génération de description, c'est-à-dire que cette fois-ci, dans notre dataset, on a la description mot pour mot qui est un lion devant un coucher de soleil, et on va demander à notre générateur de texte de générer ces mots-là exactement dans le même ordre. Et ce qu'on va faire pour bénéficier, pour apporter cette information d'image, c'est utiliser la cross-attention dont on a parlé un peu plus tôt, pour injecter cette information d'image, cet embedding d'image qu'on n'a pas fait n'importe comment, qu'on a bien synchronisé avec du texte, donc dans lequel on va avoir les éléments importants pour générer la description. On va l'injecter dans une layer de cross-attention pour apporter cette information à notre générateur qui va, grâce à ça, pouvoir générer précisément la description de l'image comme on l'attend de lui. Et avec ça, on va avoir des résultats qui sont de bien meilleure qualité que ce qu'on avait sur Clip. On va avoir des descriptions qui vont être plus précises, plus cohérentes et beaucoup plus détaillées. Et c'était tout l'objectif. Merci Benjamin pour ces explications. J'espère que Clip et Blip sont à présent un peu plus clairs pour vous. Maintenant, je vais vous présenter le troisième modèle auquel nous on s'est intéressé, qui s'appelle OFA, pour One for All. Le but de ce modèle quand il a été créé, c'est d'être à la fois task agnostique et modality agnostique. Task agnostique, ça signifie qu'il est capable de gérer plusieurs tâches sans réentraînement et sans nécessité de rajouter un layer à la fin. Modality agnostique, ça signifie qu'il est capable de prendre en entrée plusieurs éléments différents, que ce soit une image, du texte, une image avec des labels, une image avec des bounding box, ou des combinaisons entre image et texte. Donc par exemple, si on prend une image, il est capable de façon assez classique de faire de la classification, de la détection, de la segmentation. De même pour le texte, il est capable de gérer toutes les tâches assez classiques sur le texte. Là où ça nous intéresse, c'est lorsqu'on va combiner image et texte, il est capable de répondre à beaucoup de questions. Et la question à laquelle nous on s'intéresse, c'est que représente cette image? Ce qui va nous permettre d'avoir une description de l'image, tout comme Blip et Clip sont capables de générer. Mais il est capable également de répondre à plein d'autres questions, du style où se situe la moitié de blanc, combien y a-t-il de personnes sur l'image, à quel sport jouent les personnes, etc. En termes d'architecture, on va repartir sur une architecture de transformers assez classique, à la Blip ou Clip, avec des encodeurs et des layers de cross-attention, où on va du coup fournir en entrée une image, où on va injecter grâce au layer de cross-attention du texte, et ce texte, ça va être notre question, notamment comment décrire cette image. Et c'est à travers cette question qu'on va pouvoir récupérer en sortie la description du Colisée à Rome dans cet exemple. Pour ce modèle, du coup, les gens qui l'ont créé sont partis d'un dataset de 20 millions d'images, enfin de paires en réalité image-texte, choisies de façon propre, avec en plus des informations comme le label, les bounding box, les réponses exactes qu'on attendait à différentes questions, etc. Et donc c'est vraiment cet entraînement entièrement supervisé sur un nombre extrêmement important de tâches qui nous permet au final d'avoir un modèle qui peut répondre sans réentraînement, donc en zéro shot learning en fait, de répondre à toutes ces questions. Donc au final, jusqu'à présent, on a vu trois modèles. Clip, qui est un peu notre modèle original et de référence, Blip, qui est une amélioration structurelle de Clip, et OFA, qui lui est plutôt une façon d'entraîner différemment nos modèles, ce qui permet d'être modality and task agnostic. Donc ensuite, une fois qu'on avait ces trois modèles en main,
On a voulu jouer un peu avec et voir ce qu'il donnait sur différentes images. Et il s'avère que chaque modèle renvoyait des prompts différents, mais des prompts complètement pertinents, avec chacun un focus assez différent. Typiquement, si on prend notre image et clip, il nous renvoie une description assez brute de l'image en nous disant que c'est un vieux bâtiment partiellement détruit. Blip, quant à lui, va apporter des informations de contexte en disant que c'est une photo, que c'est un bâtiment antique de forme circulaire et que la photo a été prise en plein jour. Et Opha, lui, qui a été nourri avec plein d'informations, est capable de reconnaître le Colisée et de savoir que le Colisée est à Rome. Donc de notre côté, on a voulu récupérer toutes les informations fournies par ces trois modèles, c'est des informations complètement pertinentes, et tout récupérer dans un prompt final qui encapsule toute cette information. Pour ça, on a utilisé de l'ensembling, c'est-à-dire qu'on a fait passer les trois prompts dans un encodeur et on a fait une somme pondérée des vecteurs sortis. Pour choisir les ratios de cet ensembling et de notre somme pondérée, on ne l'a pas fait au hasard. On a créé un dataset de paires prompt-image en partant d'un dataset public de prompt qu'on a fait passer à travers Stable Diffusion pour avoir nos paires texte-image. Ça nous a permis ensuite de faire une descente de gradient pour trouver les ratios de notre ensembling optimaux dans le contexte de retrouver les prompts qui ont permis de générer les images associées. Ça, c'est là où nous, on s'est arrêté dans la compétition, mais on aurait pu aller plus loin avec un peu plus de temps et surtout avec beaucoup plus de puissance de calcul. Pour aller plus loin, on aurait pu récupérer ce dataset généré prompt image et fine-tuner nos modèles sur ce dataset. Pourquoi? Parce qu'en fait, récupérer des prompts particuliers pour des images, c'est un peu différent que juste de donner une description d'une image. Et donc, en fine-tunant nos modèles avec ce dataset, on aurait pu améliorer nos performances et pas se limiter au fait d'optimiser les ratios de notre ensemble. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les gagnants de la compétition qui ont eu l'idée et qui avaient des ressources de calcul supérieures aux nôtres. Merci Théo pour ces explications. J'espère qu'après cette vidéo, vous avez bien saisi les enjeux de l'image to prompt et que le sujet vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À la prochaine.